Bonjour, Julia Billet publie depuis plus de 20 ans des albums, des romans, de la poésie pour la jeunesse et pour les adultes. Elle publie avec Jérôme Rillier au dessin un nouvel album graphique, Bloom, aux éditions Virage Graphique. Un album, une histoire qui questionne notre rapport au monde et au monde de demain. Julia Billet est l'invitée de Délivrez-vous. Bonjour Julia Billet. Bonjour. On se retrouve, ça fait quelques années qu'on s'était parlé, je ne sais plus si c'était autour de Catherine qu'on s'était parlé il y a quelques années. Oui. On en redira deux mots parce que même si ce nouveau travail dont on va beaucoup parler là, Bloom, qui est apparu chez Virage Graphique avec les dessins de Jérôme Rillier, paraît différent d'autres travaux que vous avez faits. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du rapport au monde, du rapport à l'histoire, avec un grand H, celle passée, mais celle à venir aussi, qui vous intéresse depuis longtemps en tant qu'autrice. Vous êtes autrice, vous êtes aussi enseignante à l'école d'art d'Épinal, c'est toujours le cas? Oui, toujours. Et vous publiez de la bande dessinée, des romans, de la poésie, des albums jeunesse depuis plus de 20 ans. Oui, oui. Hein? Ça commence à faire un peu, même plus que 20 ans, je crois. Ça fait déjà quelques années. Ça fait peut-être plus que 30. Cela Bientôt dit, 30 ans. l'écriture, la lecture, c'est quelque chose qui vous accompagne depuis très longtemps, même avant que vous en deveniez Bien sûr. professionnel. Et pour juste finir le tout petit portrait, je vais le dire là parce que je pense que ça me paraît important pour Bloom. Vous avez habité Paris, donc la grosse ville, et vous avez eu envie de quitter la grosse ville pour vous reconnecter un tout petit peu avec la nature et pour avoir un rapport au temps plus sain. Oui, il y a de ça, oui. Et je dis ça parce que Bloom, qui nous plonge... Alors c'est compliqué, je vais essayer de le résumer sans déflorer non plus trop de choses, parce que c'est quand même quelque chose de l'ordre du sens. Je trouve que ça nous raconte une histoire dans plein de questionnements de notre rapport au monde, mais c'est aussi quelque chose qui a un rapport à une lecture très sensorielle, qui est liée aussi au dessin de Jérôme Rillier, et qui nous reconnecte à d'autres choses. On verra ça, mais en tout cas, pour résumer très vite, c'est un livre qui est presque comme un plaidoyer pour la nature, pour la porosité entre les rêves et la réalité, entre le normal et ce qui nous paraîtrait l'anormal, entre les animaux, on va dire, et les hommes, et puis qui pose la question de l'enfermement, des dictatures et d'autres façons peut-être d'exister et d'être au monde. Vous renversez des codes, je trouve, et puis ça questionne aussi le monde de demain, je le trouve et très rafraîchissant et très angoissant à la fois. Je ne sais pas si ça vous plaira que je dise ça, mais en tout cas je l'ai senti comme ça, et j'ai plongé littéralement dans effectivement une sorte d'expérience de lecture sensorielle. Voilà. En tout cas, Bloom, c'est l'histoire d'une famille, d'une petite fille un peu différente. On est dans un endroit qui n'est pas nommé et on sent qu'il y a danger et inquiétude. Mais je ne sais pas trop comment le résumer autrement. Comment vous le résumeriez, vous, Julia Billet? Eh bien, en fait, j'ai toujours beaucoup de mal à résumer aussi. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a plein d'histoires parallèles. Il y a un peu des mondes aussi un peu parallèles et des histoires parallèles qui fait que j'aurais presque plus envie un peu comme vous le faites, de parler de ce livre avec différentes strates et peut-être des thèmes qui sont abordés ou des sujets qui nous ont amenés à écrire, plutôt que le résumer, parce qu'en fait, on peut dire que c'est une dystopie, Oui. dans un monde qui est assez proche du nôtre, qui frôle le nôtre, on pourrait dire, à certains moments. Que effectivement c'est l'histoire d'une famille qui ressemble à plein de familles, avec deux adolescentes, l'une d'elles qui tente de résister à la folie du gouvernement, du monde, et puis l'autre fille qui est un peu différente, donc on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais en tout cas elle parle pas,
Dans le livre, on ne l'entend pas parler, donc on peut imaginer qu'elle ne parle pas. Elle travaille dans un centre de travail avec d'autres personnes comme elle qui sont un peu différentes. Et par contre, elle est très poreuse au monde et peut-être à des mondes que les autres ne perçoivent pas. Et elle est effectivement, peut-être qu'elle perçoit des choses. Elle voit par exemple des méduses. Oui. Et ces méduses, elles ont un rôle peut-être elles viennent peut-être alerter les humains des dangers imminents et surtout de la façon dont ils pourraient peut-être résister à ce qui est en train de se passer avec un gouvernement dictatorial. Avec peut-être la réponse de la façon de résister qui est donnée par le titre, Oui. qui est Bloom. Alors c'est difficile de résumer, mais vous allez me dire ce que c'est qu'un Bloom. Mais en tout cas, très rapidement, très sommairement, c'est quand même la concentration de méduses ou d'autres choses ensemble et qui les rendent finalement plus fortes et qui changent aussi un tout petit peu leur couleur, leur façon d'être. Alors normalement, c'est plutôt dans la mer ou dans l'océan, quoique pas totalement. Oui. Alors en l'occurrence, on est parti en fait d'un article. C'est Jérôme qui avait lu cet article. Qui nous a beaucoup influencé pour démarrer ce travail. Il se trouve que en ce moment et depuis quelques années, il y a dans le monde entier, des centrales nucléaires sont obligées de fermer régulièrement. À cause des méduses, à cause de concentration de méduses, de blooms de méduses qui arrivent dans les bassins de refroidissement. Donc de cet eau de refroidissement qui est nécessaire mais ça, pour refroidir. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est dans l'histoire. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Et en fait, on est obligé au bout d'un moment d'arrêter les centrales pour nettoyer ce bassin de refroidissement parce que, évidemment, cette eau de refroidissement, il y en a besoin pour refroidir chaque jour le cœur moteur, le cœur nucléaire, quoi. Donc, régulièrement, dans le monde entier, des centrales nucléaires sont arrêtées pendant 4-5 jours pour nettoyer ces bassins d'eau de refroidissement. Et on a vu cette information et on s'est dit, en fait, mais en fait, pour l'instant, les seuls qui sont capables d'arrêter les centrales nucléaires dans le monde sont les méduses. Et on est parti de cette idée de Bloom. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui et depuis plusieurs années, et c'est effectif dans le monde, et en France aussi. Il y a eu des arrêts de centrales pour ces raisons-là. Si on va plus loin, si on pousse la réflexion plus loin, vous êtes dit tous les deux, mais ça nous fait réfléchir sur finalement la capacité qu'a la nature d'arrêter parfois la folie humaine. Voilà. Donc on est vraiment parti de ce fait, de quelque chose de très factuel et qui est dans le monde réel. Et on a trouvé, évidemment, la méduse, c'est très poétique aussi comme image. Et dès le début, on a eu envie de... Alors on a vraiment... je suis pas seule scénariste, on est vraiment co-scénariste avec Jérôme parce qu'on a une façon de travailler ensemble qui est très particulière. C'est-à-dire qu'on travaille en aller-retour tout le temps. Donc souvent d'ailleurs, là en l'occurrence, c'est vraiment Jérôme qui a eu l'idée de départ, qui avait commencé à dessiner des méduses d'ailleurs. Il avait déjà fait un certain nombre de dessins. Et il m'a contacté parce qu'on est amis, on avait déjà fait un livre ensemble, La beauté du monde, avant. Il m'a dit « j'aimerais bien faire quelque chose, il y a cet article, il y a ces dessins de méduses ». Donc il avait une idée et on en a parlé et on s'est dit « on va travailler ensemble ». Et alors après, le scénario, donc moi je suis partie de ces images et de cet article et de ces idées. Et j'ai commencé à écrire et en fait, alors lui il habite à Voiron, à côté de Grenoble, moi dans les Vosges. Donc on travaille beaucoup par mail, par téléphone, on ne se voit pas si souvent. Mais on fait des allers-retours à toutes les heures du jour et de la nuit. J'avance un bout de scénario, il me répond en me disant « ah ça, il faut que j'essaye de dessiner pour voir si ça marche ». Après il fait un dessin, il me renvoie, du coup ça me donne envie de changer des choses. Et on travaille comme ça pendant des mois. Alors, puisque vous parlez de Jérôme Bruylier, je voudrais... Voilà, vous dites on a déjà fait quelque chose ensemble. Vous m'avez dit juste avant qu'on démarre que c'est une vraie rencontre artistique. Il y a beaucoup de choses qui finalement vous réunissent. Oui. Parlez-moi de ça et de cette relation artistique et de ce qui vous questionne tous les deux, de ce qui vous passionne tous les deux et de ce qui fait sens dans votre travail. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était autour de la montagne, parce que lui faisait de la montagne
moi, il se trouve que mon papa a été un grand montagnard, mais qu'il a arrêté la montagne très tôt, en fait. Il a arrêté la montagne peu après la naissance de mon frère. Il a regretté toute sa vie d'avoir arrêté. Et il se trouve que moi, quand j'ai rencontré Jérôme, j'étais dans un salon du livre, et il m'a dit, pourquoi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, il m'a dit, moi, je vais arrêter la montagne parce que j'ai une de mes filles qui est handicapée, et ça devient compliqué que je ne sois plus là tous les week-ends, etc. Donc, il va falloir que j'arrête. Et là, je dis, mais mon père a arrêté la montagne, et ça a été le drame de sa vie. Et on s'est mis à parler de ça, et on s'est dit, il faut qu'on écrive là-dessus. Toi, ton histoire avec ton père, et moi, mon histoire avec mes filles. Et on a donc écrit ce livre, La beauté du monde, ce premier roman graphique, et qui a été extrêmement fort pour nous deux. Et en fait, il n'a pas tout à fait arrêté la montagne. Et il y allait aussi un peu avec ses filles. Enfin bon, c'est aussi une belle histoire parce qu'il n'a pas abandonné complètement. Ce rapport, vous disiez une de ces filles dont il a parlé, oui. Qu'on retrouve dans ce livre-là, et ce rapport différent qu'on peut avoir au monde vous inspire donc aussi tous les deux pour questionner ce monde. Vous dites c'est un peu dystopique cette oui. histoire-là, on n'est pas très loin quand même des questions de notre monde d'aujourd'hui et des inquiétudes qu'on a demain. Ce regard qu'on peut avoir un tout petit peu différent, cette façon d'être un tout petit peu différente au monde, ça vous intéresse et c'est ça que vous avez aussi creusé tous les deux dans cette histoire. Oui, on est tous les deux, près Jérôme dans son travail, donc il écrit des livres pour enfants, beaucoup autour de l'autre, du différent, de la différence. Ce que vous faites aussi, Julia, depuis longtemps. Ce que je fais aussi. Donc on s'est aussi rencontrés là, il a aussi un fort engagement autour des questions de l'exil. J'ai aussi ces mêmes engagements et ces mêmes préoccupations. On a des choses vraiment très proches peut-être dans notre vision du monde et dans notre envie d'appréhender le monde, et aussi dans notre travail de création. Parce que je crois que pour lui et pour moi, créer, c'est résister. Enfin, c'est un acte de résistance. Ça aussi, on nous raconte quand même de la résistance d'adolescents, de deux amis adolescents qui résistent face à une dictature, puisqu'on est... Alors on est un peu aussi, moi j'ai pensé aussi à Ray Bradbury, j'ai pensé à Fahrenheit 451, forcément, en lisant votre livre, et puis j'ai pensé aux angoisses qu'on avait aujourd'hui face à la nature, face au monde, et est-ce que pourrait devenir le monde de demain. Vous citez Nastasia Martin à la fin, en disant que son travail, alors pas seulement son travail, mais forcément, j'ai pensé à ce qu'elle faisait, cette anthropologue, dont le dernier ouvrage, À l'Est des rêves, je parlais des rêves et du rapport au sommeil et à la réalité, questionne aussi ce rapport au monde dans des dictatures, des mondes comme la Russie, etc. On est là, vous nous racontez quand même un possible demain dictatorial parce que la nature sera changée, et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. C'est très, alors je disais, angoissant, et en même temps, vous nous montrez aussi des ouvertures possibles. Et cette nature, non pas résiliente, mais cette nature qui, depuis le début, a plus de pouvoir que nous, finalement, aussi. Oui, elle était là avant nous. Oui. Elle sera sûrement là après nous. Et oui, effectivement, Croire aux fauves, en tout cas, nous a accompagnés, de Natacha Martin, nous a accompagnés vraiment tout au long de ce travail. Ce qu'elle vient raconter de son histoire, donc dans Croire aux fauves, où elle est anthropologue, elle travaillait dans le Grand Nord autour des rêves animiques, autour de la relation que peuvent avoir les habitants avec la nature, avec les animaux. Et elle a été attaquée par un ours, et en fait, ça fait partie de son travail, puisqu'elle est rentrée d'une certaine façon en relation avec cet ours. Et elle en parle merveilleusement dans ce livre-là. Et effectivement, cette question des rêves animiques, de la nécessité du dialogue en fait avec le monde non humain, ça nous paraît effectivement une alternative. Alors on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est pas très, on n'est pas New Age, on n'est pas, on est assez tous les deux ancrés dans le réel. Voilà, on n'est pas dans des croyances, mais en même temps, on sent aussi que c'est aussi une vision nécessaire du monde, et que là, il y a une alternative aussi à la folie des hommes, enfin de ce qui se passe en ce moment. Et que ce sont les animaux qui seraient susceptibles de pouvoir nous aider ? Mais peut-être, oui, effectivement. En tout cas, là, dans ce livre-là, les méduses... Pas seulement les méduses dans ce livre-là. Après, il y a d'autres animaux, effectivement, qui viennent nous protéger.
On tombe aussi dans les rêves d'enfance parce que, alors, il y a effectivement les grosses inquiétudes qu'on peut avoir. Il y a le rapport à comment des dictatures ou des pouvoirs peuvent empêcher les hommes de faire ce qu'ils ont envie. Il y a l'inquiétude de l'effondrement. Hein. C'est quand même ce mot dont on parle beaucoup, même si Nastasia Martin n'est pas trop dans ça. Mais il y a aussi l'enfance quand même, toujours chez vous, Julia Billet. L'enfance, l'adolescence qui vous inquiète ou qui vous fascine plus que tout. Et cette histoire-là est aussi une histoire qui pourrait être totalement inventée par des enfants, je trouve, aussi. C'est vrai. Moi, c'est un beau compliment. Je crois que ce soit Jérôme ou moi, d'abord, on aime raconter des histoires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis convaincue que la fiction, enfin le récit, la fiction, c'est une réelle nécessité aujourd'hui. Et que, enfin, ça a toujours été, mais je pense qu'aujourd'hui, on a encore peut-être plus besoin de créer des récits qui pourraient changer le monde. Et que peut-être, ce sont les enfants qui pourront changer le monde aussi. Donc, que ce soit, que vous voyez un regard d'enfant, c'est plutôt une belle... ouais, enfin, je le prends en plein cœur, c'est beau. Ce que vous dites aussi, ce qui est dit aussi, c'est que c'est aussi la question de solidarité. Hein. Vous disiez aussi, vous êtes aussi quelqu'un qui, dans la vie, aidez notamment les migrants, vous êtes beaucoup investi là-dedans. Il y a aussi, et ça vous le dites en 4e de couverture, à l'image de ces blooms, de ces méduses, 100 personnes seulement seraient ainsi à même de faire changer le monde. C'est pas grand-chose, 100 personnes, mais ça dit beaucoup. C'est aussi quelque part un plaidoyer au vivre ensemble, au collectif, ce livre-là. Oui, oui. On est tous les deux portés par le fait que si écrire un livre comme ça, c'est une forme de résistance, c'est parce que pour nous, c'est important de montrer qu'il y a des alternatives possibles. Et qu'il y a beaucoup de science-fiction, il y a eu quand même beaucoup de choses autour de l'apocalypse, des mondes qui se terminent, etc. On s'aperçoit quand même qu'un certain nombre de bouquins qui ont été écrits en science-fiction et qui s'appellent, dont on a dépassé les dates, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées dans ce qui a été écrit en science-fiction. On pourrait presque se demander si ça n'a pas une influence même sur le futur quand on écrit des livres de science-fiction. Et si ça a une influence, je crois qu'il y a vraiment nécessité d'écrire des récits aujourd'hui qui donnent des possibles et pas qui ferment le monde, mais qui montrent là où il y a des possibles et où il y a des mondes. On pourrait croire que tout va finir là, quand même, avec tout ce qui se passe, avec les guerres, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, Trump, enfin bon. C'est quand même très, très, très inquiétant. Et en même temps, il y a d'autres. On se dit qu'il y a quand même... Il y a aussi d'autres choses dont on parle moins. Et c'est peut-être ça dont on a envie de parler, parce que ces récits-là, peut-être qu'ils peuvent changer le monde, justement. C'est le pouvoir de la littérature, justement, c'est le pouvoir des récits, c'est le pouvoir du... Alors, c'est pas un récit, c'est pas un livre qui peut changer le monde, mais c'est plusieurs récits, c'est de faire récit quelque chose. C'est en ça que la littérature, au sens large du terme, peut avoir un grand pouvoir. Moi, je pense, oui, la littérature, les films, même les séries, enfin, tout ce qui vient convoquer notre imaginaire et qui vient nous montrer que peut-être que ce qu'on est en train de vivre sont des récits aussi, mais que ces récits, on peut peut-être modifier la fin, on peut peut-être... Donc tout ça, c'est des choses qui nous paraissent tellement importantes que c'est presque une mission qu'on se donne, mais aussi parce qu'on a envie aussi, nous, parce qu'on y croit aussi, parce qu'on se dit que oui, bien sûr, que le monde, il n'est pas fini et qu'on a envie de l'écrire autrement. Est-ce que c'est comme ça que vous embrassez votre travail d'auteur ou autrice, je ne sais pas quel mot vous préférez, depuis plus de 20 ans, justement cette porosité aux grandes questions du monde, cette capacité à entendre l'autre avec un grand A et d'en faire récit? Oui, enfin pour moi, si je dois parler de comment naissent mes livres, c'est effectivement par rapport à ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce qui me met en colère souvent. Hein. Ça vient souvent de la colère, mes livres. Pas toujours, quelquefois ça vient aussi d'une grande reconnaissance. La guerre de Catherine, pour moi, c'était pour remercier des gens qui avaient sauvé des enfants, ma mère, mais d'autres enfants. C'était aussi ma colère, c'était aussi en résonance avec une colère du moment sur le fait que, eh bien, quelquefois des lois ne sont pas...
quand les lois ne sont pas justes, eh bien, on doit peut-être être hors la loi. Voilà, c'est des questions qui c'est aussi donc la colère, la peur, l'inquiétude, et puis l'envie de rappeler qu'on est en vie, parce que je crois que pour moi c'est quelque chose aussi qui est vital. Je n'ai pas toujours, comme tous les êtres humains, on traverse des moments douloureux de nos vies, voilà, et on traverse des morts, des pertes. J'en ai subi des très jeunes, et je suis en vie, quoi. Mais parler du vivant et de la résistance, finalement, tous vos livres parlent de ça, de toute forme de résistance, parce que c'est de ça dont on parle aussi, du vivant et de la résistance. Oui, oui. Et hors la loi, il y a aussi cette question-là Oui. de cette tentative d'être hors la loi, le rapport à l'autre. Il y a aussi une amitié entre deux adolescents d'origine qu'on sent bien différente, même si c'est pas à raconter, parce que c'est de l'ordre du sensoriel, je trouve. Je le répète, mais je trouve que vraiment cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont suggérées. Enfin, je trouve vraiment magnifique dans ce sens-là, où du coup ça raconte une grande histoire. Vous tirez ce fil-là de toutes ces questions qu'on vient de dire depuis longtemps, et vous continuez, vous allez dans ce chemin-là. Et ce qui est très beau aussi en travaillant avec Jérôme Rullier, c'est que je trouve ses dessins extrêmement poétiques, pour beaucoup, il y a vraiment beaucoup de poésie. Et de la même façon, j'écoutais il y a quelque temps une très belle interview de Patrick Chamoiseau qui disait que, aussi pour sauver notre monde, là, qui est quand même en train de se casser la figure, il fallait revenir aussi au poétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être seulement dans le prosaïque, dans la nécessité, dans le nécessaire, dans manger, dormir, être en vie, mais que être en vie, c'était aussi être dans le poétique, être dans le récit, la littérature, pas que la littérature, dans toutes les formes de création. Et en l'entendant, moi j'étais très... Bon, je suis une grande fan en plus de Chamoiseau, donc j'étais très touchée par ce qu'il disait. Et je me disais, mais en fait, dès le début avec Jérôme, on s'est dit, il faut que ce livre-là, il y ait de la poésie. Il faut qu'il soit poétique. Il ne faut pas qu'il soit seulement militant. Et je crois que tous les deux, on a... La littérature, c'est pas que du militantisme. Enfin, ça peut naître de ça, mais c'est bien autre chose et c'est bien ailleurs. Et donc, laisser sa place à la poésie, au non essentiel, c'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps, de la culture et de... et ben justement, ça nous paraît extrêmement essentiel. Et commencer en noir et blanc pour finir en couleur, oui. Ça aussi. Oui, la couleur qui vient. Alors le bleu, effectivement, les dessins sont noirs et blancs, sauf ce bleu qui revient, justement, quand beaucoup autour du rêve, autour des visions peut-être que peut avoir Alix, la jeune femme un peu différente. Et à la fin, les couleurs reviennent effectivement avec un monde qui peut revenir. C'est presque comme une fable, parce qu'elle fait, mais vous l'avez même mise, elle fait de la musique, le violon, ça rappellerait cet enfant à la flûte, qui peut réunir tous ces animaux. La place, effectivement, enfin, en tout cas, laisser venir la poésie, comme vous disiez. Patrick Chamoiseau, une des personnes que vous aimez particulièrement, quelles sont les autres figures, écrivains ou autres figures qui ont été ou qui sont encore importantes pour vous? Alors j'ai envie de dire, c'est compliqué comme question parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Puis vous allez me dire quelque chose aujourd'hui, vous me direz autre chose demain. Oui, alors il y a Haruki Murakami qui est pour moi aussi un grand, et peut-être justement qui passe en lien parce qu'il y a toujours quelque chose entre deux mondes, entre Haruki Murakami, moi je dirais... Jeanne Sautière, c'est une autrice qui me bouleverse. C'est quelqu'un de... Ouais, qui est toujours entre récit et fiction, elle aussi. Oui. Ouais. Qui parle aussi de transmission. Oui, beaucoup. Bon, Natacha Martin, dont on a parlé, parce qu'elle, je pense qu'elle m'a ouvert quelque chose qui était un peu obscur. Évidemment, celle qui m'a accompagnée avec ses mémoires d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, m'a beaucoup accompagnée et toujours un peu là, pas trop loin. Et puis Simone de Beauvoir qui a changé des choses pour beaucoup de femmes après, et qui a montré aussi qu'on pouvait oser les choses.
Et donc ça, c'est le côté un peu féminisme, effectivement, la place des femmes. Dernière question, Julia Billet, je disais, vous êtes une Parisienne qui a quitté Paris pour retourner un peu à la nature, aucun regret? Ah non, non, non. Non, j'aime beaucoup Paris, j'y retourne régulièrement. J'ai ma fille qui y est, donc en plus, et puis beaucoup d'amis encore, donc j'y retourne régulièrement, mais je suis de plus en plus souffrante de la violence, de la misère à Paris. Alors il y a de la misère, il y en a ailleurs, mais dans les grandes villes, c'est de plus en plus terrifiant. Jusqu'à voir des enfants dans la rue. Enfin, donc je crois que cette violence-là, je suis peut-être très poreuse et je me sens tellement impuissante voilà, que je peux plus, je crois que je peux plus. Donc j'y vais avec plaisir, j'y ai des amis, mais je reviens toujours avec cette tristesse de me dire mais que faire, comment faire et comment passer à côté de tous ces gens sans rien faire, quoi. C'est ce que j'ai fait pendant 3 jours à Paris. Je suis passée à côté de plein de gens qui étaient dans la rue et j'ai rien fait. Et je sais, c'est pas possible. Et donc voilà, dans les Vosges, bien sûr aussi, qu'il y a aussi la misère, mais peut-être moins visible, peut-être différemment gérée aussi, parce que voilà. Merci infiniment, Julia Merci à Billet, vous. Bloom, Julia Billet, Jérôme Ruillier, aux éditions Virage Graphique. C'est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement. Quelques jours, oui. Donc, longue vie à vous. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.